Mes parents ont humilié ma fille devant toute la famille élargie, riant cruellement, tandis que ma mère criait, passe à autre chose, sale petite peste. Mais quand ma fille a essayé de se défendre en mentionnant les enfants gâtés de ma sœur, elle l'a giflé violemment et a crié, n'ose surtout rien dire sur mes anges parfaits. Maintenant, tais-toi et fiche le camp. Quand ma fille s'est levée et a dit, je n'oublierai jamais ce moment, toute la table s'est tue. Le lendemain matin, le monde de toute ma famille s'est effondré d'une manière qu'ils n'avaient jamais vu venir. Je n'aurais jamais pensé que j'écrirais cette histoire, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de me soulager. Certains d'entre vous pourraient penser que je suis allé trop loin, mais honnêtement, après ce que mes parents ont fait à ma fille Emma, je n'ai aucun regret. Laissez-moi commencer depuis le début. Je m'appelle Laura Rodriguez, j'ai 34 ans, et je suis une mère célibataire de ma fille Emma, âgée de 12 ans. Son père est parti quand elle avait 3 ans, et depuis, ce n'est que nous deux contre le monde. Emma est l'enfant la plus douce et la plus attentionnée que vous puissiez imaginer. Elle a que des A, fait du bénévolat au refuge pour animaux local, et ne me cause jamais de problème. Elle est littéralement la lumière de ma vie. Mes parents, Robert et Linda Rodriguez, ont toujours été difficiles. Ce sont le genre de personnes qui pensent que le respect est quelque chose que l'on gagne par la peur et l'intimidation. En grandissant, rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour eux. Quand je suis tombée enceinte d'Emma à 22 ans, ils ont clairement indiqué qu'ils pensaient que j'étais une déception. Ils comparent constamment Emma aux jumeaux de ma sœur Jessica, Logan et Caleb, qui ont tous les deux 10 ans maintenant. Ne vous méprenez pas, j'aime mes neveux, mais ce sont de véritables terreurs. Jessica ne les a jamais disciplinés un seul jour de leur vie. Ils cassent des choses, font des crises de colère, frappent d'autres enfants, et tout le monde en rit parce que les garçons seront des garçons. Pendant ce temps, si Emma ose ne serait-ce que parler sans qu'on lui ait adressé la parole en premier, ma mère lui lance des regards noirs et fait des commentaires sarcastiques sur le comportement approprié. Le favoritisme a toujours été évident, mais je l'ai toléré pour le bien d'Emma. Elle mérite d'avoir des grands-parents dans sa vie, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais ce qui s'est passé il y a 3 semaines a franchi toutes les limites dont je n'avais même pas conscience de l'existence. C'était le 65e anniversaire de mon père, et nous organisions un grand dîner de famille chez mes parents. Toute la famille élargie était là, ma sœur Jessica avec son mari Sean et les jumeaux, mon oncle Tom et ma tante Carole avec leurs 3 enfants, et mon cousin David avec sa famille, environ 20 personnes au total, toutes entassées dans la salle à manger de mes parents. Emma avait passé des semaines à travailler sur un cadeau spécial pour son grand-père. Elle avait appris à tricoter grâce à un tutoriel YouTube et lui avait confectionné une magnifique écharpe bleu marine avec ses initiales brodées dessus. Elle en était si fière et avait hâte de la lui offrir. J'étais honnêtement étonné de voir à quel point elle était parfaite. Les mailles étaient régulières, et elle avait manifestement mis beaucoup d'amour et d'effort dans chaque détail. Quand est venu le moment des cadeaux, Emma s'est timidement approchée de mon père avec son cadeau soigneusement emballé. Son visage rayonnait d'excitation alors qu'elle le lui tendait. « Je l'ai fait pour toi, grand-père, dit-elle doucement. J'espère que tu l'aimeras. » Mon père l'a déballé et a tenu l'écharpe pendant un moment. Je pensais que tout allait bien se passer. Puis Logan, l'un des jumeaux de Jessica, l'a arraché de ses mains. « Ça a l'air stupide, cria Logan, en l'agitant. C'est tout bancal et bizarre. » Caleb s'est immédiatement joint à lui, et les 2 garçons ont commencé à jouer à la tire à la corde avec l'écharpe qu'Emma avait passé des semaines à confectionner. J'ai regardé avec horreur alors qu'ils les tiraient et la tiraient, défaisant certaines des mailles soigneuses. « Les garçons, rendez-la, dis-je fermement, me levant de ma chaise. Mais au lieu de me soutenir, ma mère s'est mise à rire vraiment. « Oh, détends-toi, Laura, dit-elle avec un geste de la main désinvolte. Il s'amuse juste. » Le visage d'Emma était devenu complètement pâle. Elle tendit timidement la main vers les garçons. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, j'ai travaillé très dur dessus. » C'est alors que Logan a délibérément jeté l'écharpe par terre et a marché dessus avec ses baskets boueuses. Emma a halté et s'est penchée pour la ramasser, mais Caleb l'a repoussée, la faisant trébucher en arrière. « Arrêtez ça, cria Emma, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Vous êtes en train de la ruiner. » Toute la table regardait maintenant, mais au lieu que quiconque intervienne pour aider ma fille, les gens gloussaient. Mon oncle Tom secouait la tête avec amusement, et même mon cousin David souriait. Mais ma mère, la réaction de ma mère est ce qui m'a brisé le cœur et a enflammé ma fureur d'un seul coup. « Passe à autre chose, sale petite peste » a-t-elle crié à Emma, sa voix résonnant dans toute la salle à manger. « Ce n'est que de la laine bon marché. »
les garçons jouent juste. La pièce s'est tue pendant un moment, tout le monde regardant l'explosion de ma mère. Emma se tenait là, serrant l'écharpe maintenant sale contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. J'étais sur le point d'exploser, mais Emma, ma courageuse petite fille, a trouvé sa voix la première. Mais grand-maman, dit-elle, sa voix tremblant mais déterminée, quand Logan et Caleb ont cassé le vase de tante Carole le mois dernier, tu as dit qu'ils ne faisaient qu'explorer leur créativité. Et quand ils ont dessiné sur la voiture d'oncle Tom avec des marqueurs permanents, tu as dit que les garçons avaient besoin de s'exprimer. Pourquoi est-ce différent quand ils détruisent quelque chose que j'ai fait? La logique était bonne, et tout le monde le savait. Même Jessica avait l'air mal à l'aise pour la première fois de la soirée. Mais au lieu de reconnaître le double standard, le visage de ma mère est devenu rouge vif de rage. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé bruyamment sur le sol. Avant que je puisse même comprendre ce qui se passait, elle a levé la main et a giflé Emma violemment sur le visage. Le son a résonné dans toute la salle à manger comme un coup de feu. N'ose surtout rien dire sur mes anges parfaits, cria ma mère, son visage déformé par la fureur. Maintenant, tais-toi et fiche le camp. Le silence qui a suivi était assourdissant. Emma se tenait là, une main pressée contre sa joue rougissante, fixant ma mère avec un choc total. 20 paires d'yeux étaient fixés sur la scène, mais personne ne bougeait, personne ne disait un mot. Puis Emma a redressé ses épaules, a regardé ma mère directement dans les yeux, et a dit de la voix la plus claire et la plus digne que j'ai jamais entendue de quiconque, et encore moins d'une enfant de 12 ans, je n'oublierai jamais ce moment. Elle s'est retournée et est sortie de la salle à manger, tenant toujours son écharpe ruinée. Le silence s'est prolongé pendant ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré que 30 secondes. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Je me suis levé lentement, regardant autour de la table toutes ces personnes que j'avais appelées famille toute ma vie, des personnes qui venaient de regarder une femme adulte humilier et agresser physiquement un enfant et qui n'avaient rien fait. Nous partons, dis-je tranquillement. Mon père a finalement pris la parole. Laura, ne sois pas si dramatique. Ta mère a juste perdu son sang-froid pendant une seconde. Emma va bien. Emma ne va pas bien, répondis-je, ma voix se faisant plus forte. Et il ne s'agit pas de perdre son sang-froid. Il s'agit du fait que vous venez tous de regarder ma fille se faire gifler pour avoir dit une vérité évidente, et aucun d'entre vous n'a rien fait pour l'arrêter. Jessica a finalement dit, Laura, maman ne voulait pas le faire. Si, elle le voulait, la coupais-je. Elle le voulait absolument, tout comme elle a voulu chaque commentaire cruel, chaque geste de mépris, chaque fois qu'elle a fait sentir à Emma qu'elle était moins bien que Logan et Caleb. C'était juste la première fois qu'elle ne pouvait pas se cacher derrière l'agression passive. J'ai trouvé Emma dans mon ancienne chambre, assise sur le bord du lit, tenant toujours l'écharpe. Sa joue était rouge vif, et elle pleurait en silence. Viens, ma chérie, dis-je doucement. On rentre à la maison. Elle leva les yeux vers moi avec ses grands yeux bruns qui me rappelaient tellement moi-même à cet âge. Maman, pourquoi grand-maman me déteste-t-elle? Cette question a brisé quelque chose en moi qui, je pense, ne sera jamais complètement réparé. Elle ne te déteste pas, bébé, mentis-je, car que pouvais-je dire d'autre? Elle est juste, elle n'est pas une personne très gentille parfois. L'écharpe est ruinée, murmura Emma, en brandissant la laine étirée et sale. Non, elle ne l'est pas, dis-je fermement. On va la nettoyer et la réparer quand on rentrera à la maison. Elle sera à nouveau magnifique, je te le promets. Mais alors que nous rentrions à la maison ce soir-là, Emma regardant en silence par la fenêtre, je savais que je mentais sur plus que simplement l'écharpe. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, certains dégâts sont permanents. Cette nuit-là, après qu'Emma soit allée se coucher, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis le départ du père d'Emma. Mais quelque part entre les larmes et la rage, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Voyez-vous, il y a des choses que ma famille ne sait pas sur moi, des choses que j'ai gardées secrètes pendant des années parce que je ne voulais pas faire de vagues. Mais regarder ma fille se faire humilier et agresser devant 20 personnes change votre perspective sur le fait de faire des vagues. Je travaille dans l'informatique pour une entreprise de taille moyenne, mais je fais aussi du conseil en cybersécurité en freelance à côté. C'est incroyable ce que les gens publient sur les réseaux sociaux quand ils pensent que personne ne fait attention. C'est encore plus incroyable ce que vous pouvez trouver dans les registres publics quand vous savez où chercher. J'ai passé tout le week-end à fouiller, et ce que j'ai trouvé a dépassé mes espérances. Commençons par ma chère mère, Linda. Elle gère une petite entreprise parallèle depuis 5 ans,
vendant des objets artisanaux faits à la main sur Etsy et dans les marchés fermiers locaux. Rien de mal à cela, sauf qu'elle a déclaré exactement $0 de ce revenu à l'IRS. Selon mes calculs, basés sur ses relevés de vente, dont elle parle avec complaisance sur Facebook, elle a probablement fraudé environ $18 000 d'impôts au cours des 5 dernières années seulement. Mon père, Robert, travaille pour le département des travaux publics de la ville. Il a également fait des petits boulots pendant les heures de travail de la ville, en utilisant l'équipement et les véhicules de la ville pour le déneigement et l'aménagement paysager privé. Chacun de ces emplois viole son contrat de travail et les politiques d'éthique de la ville. J'ai trouvé des factures, des photos et même des données de suivi GPS du camion de la ville qu'il n'aurait pas dû utiliser. Mais Jessica était la véritable mine d'or. Ma sœur perçoit des prestations d'invalidité pour une blessure chronique au dos qui l'empêche soi-disant de travailler. Pendant ce temps, ses comptes Instagram et Facebook sont remplis de photos et de vidéos d'elle courant des courses de 5 km, faisant du crossfit et entraînant les équipes de Little League de ses fils. Elle a même publié une vidéo d'elle soulevant 150 livres au gymnase il y a seulement 2 semaines avec la légende « Je me sens plus forte que jamais ». Le mieux dans tout ça ? Elle perçoit ses prestations depuis 24 mois, à raison d'environ $1,800 par mois. Cela représente plus de $43 000 de demandes frauduleuses. Mais attendez, il y a plus. Vous vous souvenez que Logan et Caleb sont soi-disant ces anges parfaits ? Eh bien, il s'avère qu'ils ont été expulsés de 2 écoles différentes au cours de la dernière année pour comportement violent. Jessica a menti à la famille sur la raison pour laquelle elle leur fait l'école à la maison. La vraie raison n'est pas leur intelligence avancée, comme elle le prétend, c'est parce qu'aucune école ne les acceptera après que Caleb ait cassé le nez d'un autre enfant et que Logan ait menacé un enseignant avec des ciseaux. Et cette nouvelle voiture coûteuse que Jessica conduit, celle que Sean lui aurait soi-disant achetée en surprise. C'est en fait une location qu'elle a contractée en utilisant de faux documents de revenus, affirmant que Sean gagne $80 000 par an alors qu'il en gagne en réalité $35 000 en tant que mécanicien à temps partiel. Dimanche soir, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Mais avant de passer des appels, j'ai fait quelque chose qui pourrait sembler mesquin, mais qui me semblait absolument nécessaire. J'ai documenté tout une fois de plus, cette fois avec l'aide d'Emma. Je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine avec une tasse de chocolat chaud et je lui ai demandé de me raconter toutes les fois où elle avait été traitée injustement par ma famille. Je voulais m'assurer que je n'agissais pas seulement sous le coup de ma propre colère, mais que je défendais véritablement ma fille. Ce qu'elle m'a dit m'a brisé le cœur une fois de plus. Elle se souvenait d'incidents que j'avais oubliés ou rejetés à l'époque, comme quand elle avait 8 ans et que Logan avait délibérément fait tomber son cornet de crème glacée de sa main lors d'un pique-nique familial, et que ma mère avait dit « Eh bien, tu aurais dû le tenir plus fermement ». Ou quand Caleb avait déchiré un dessin qu'elle avait fait pour l'anniversaire de mon père il y a 2 ans, et que tout le monde avait ri parce que ce n'était que du crayon sur du papier. Elle m'a raconté la fois où elle avait demandé à Jessica si elle pouvait jouer avec des jouets que Logan et Caleb avaient laissés chez mes parents, et Jessica avait répondu sèchement « Ce ne sont pas pour toi. Trouve autre chose à faire ». Emma avait passé toute cette visite assise tranquillement dans un coin à lire un livre qu'elle avait apporté de chez elle. « Maman, dit Emma, levant les yeux de son chocolat chaud, pourquoi est-ce qu'il me déteste autant ?» J'ai dû prendre une profonde inspiration avant de répondre. « Ils ne te détestent pas, ma chérie. Ils sont justes, ils ne sont pas de bonnes personnes, et les personnes qui ne sont pas bonnes blessent parfois des personnes innocentes parce que ça les fait se sentir mieux dans leur peau. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas Logan et Caleb? Parce que Logan et Caleb sont les enfants de Jessica, et Jessica est leur fille. Tu es ma fille, et je suis celle qui n'a jamais été à la hauteur de leurs attentes, alors ils s'en prennent à toi. Emma hocha lentement la tête. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Et c'est pourquoi je vais faire quelque chose à ce sujet. Cette nuit-là, après qu'Emma soit allée se coucher, j'ai fait une dernière découverte qui a scellé l'affaire. Je parcourais les photos Facebook de Jessica une fois de plus quand j'ai trouvé quelque chose que j'avais manqué auparavant. Une publication d'il y a 8 mois où elle se vantait d'utiliser sa carte de stationnement pour personnes handicapées afin d'obtenir des places de choix au centre commercial pendant la période des achats de Noël. Elle avait même pris une photo d'elle portant 6 sacs de course avec la légende « Les avantages du handicap #béni #achat #stationnement en patron ». La stupidité de la chose était époustouflante. Elle commettait une fraude, s'en vantait sur les réseaux sociaux, et apparemment, elle ne pensait pas que quelqu'un le remarquerait ou s'en soucierait. Lundi matin, j'ai commencé ma campagne, mais j'ai été stratégique en ce qui concerne le calendrier. Je savais que les organismes gouvernementaux agissaient lentement,
alors j'ai réparti mes signalements sur plusieurs semaines pour m'assurer que chaque enquête pouvait commencer correctement sans alerter les autres. Première semaine, premier appel, la ligne d'assistance téléphonique pour les fraudes de l'IRS. Je leur ai fourni une documentation détaillée des revenus non déclarés de ma mère, y compris des captures d'écran de ses publications de vente, des copies de factures que j'ai trouvées dans les registres publics et une feuille de calcul complète retraçant ses revenus. L'agent à qui j'ai parlé était très intéressé, surtout quand j'ai mentionné que ma mère avait payé en espèces des rénovations majeures de sa maison et une nouvelle voiture au cours de la dernière année, malgré le fait qu'elle ait déclaré très peu de revenus. J'ai attendu une semaine complète avant de passer le deuxième appel, la ligne d'assistance téléphonique pour l'éthique de la ville. Je leur ai tout donné sur les petits boulots de mon père, y compris les dates, les lieux, des photos du camion de la ville à des résidences privées et des copies de factures que j'avais trouvées. J'ai également mentionné que plusieurs de ces emplois avaient été effectués pendant ses heures de travail régulières à la ville, ce qui signifie qu'il volait essentiellement du temps ainsi que des ressources. 2 semaines après mon premier appel, j'ai passé le troisième appel, la ligne d'assistance téléphonique pour les fraudes de la Social Security Administration. Je leur ai fourni le numéro de sécurité sociale de Jessica, une documentation détaillée de ses activités physiques et des liens vers toutes ses publications sur les réseaux sociaux prouvant qu'elle était parfaitement capable de travailler. L'agent m'a demandé si j'avais des preuves qu'elle travaillait réellement tout en demandant des prestations d'invalidité, et j'ai pu lui fournir ses revenus non déclarés provenant de l'encadrement de leçons de tennis privées, ce dont elle avait également parlé sur Instagram. La semaine suivante a apporté le quatrième appel, le concessionnaire automobile où Jessica a loué sa voiture. J'ai expliqué que les documents de revenus utilisés pour sa demande de location étaient frauduleux et j'ai fourni la preuve des revenus réels de Shan. Le responsable des finances était très inquiet, surtout quand j'ai mentionné que les documents falsifiés constituaient probablement un crime fédéral. Une semaine plus tard, j'ai passé le cinquième appel, les services de protection de l'enfance. J'ai signalé le comportement violent des jumeaux, leurs expulsions de plusieurs écoles et j'ai fourni la preuve que Jessica et Shan ne fournissaient pas de services éducatifs ou d'intervention comportementale appropriés. J'ai également mentionné que Logan avait été suspendu de son école actuelle juste la semaine précédente pour avoir menacé un autre élève avec une lame de taille-crayon. Mais je n'en avais pas encore fini. J'avais encore une carte à jouer, et celle-ci était personnelle. Vous voyez, ma mère s'était toujours vantée d'être un pilier de la communauté. Elle était impliquée dans l'église catholique locale, organisait une petite collecte de fonds caritatifs chaque Noël, et publiait toujours sur Facebook des messages sur les valeurs morales et les principes familiaux traditionnels. Elle avait même prononcé plusieurs discours lors de fonctions religieuses sur l'importance d'élever des enfants avec une discipline et un respect appropriés. L'ironie d'une femme qui gifle un enfant pour avoir dit la vérité en donnant des conférences à d'autres sur l'éducation des enfants appropriés ne m'avait pas échappé. Alors, le vendredi suivant, j'ai passé un dernier appel au père Martinez à l'église catholique Saint-Maries. Père, j'ai besoin de vous parler de ma mère, Linda Rodriguez, dis-je. Elle a été très active dans l'église, et je pense que vous devriez être au courant de certains comportements qui pourraient vous inquiéter. Je lui ai tout raconté sur l'incident de la gifle, sur les années de favoritisme et d'abus émotionnels, sur la fraude fiscale et les mensonges. Je lui ai également envoyé des captures d'écran de certaines des publications Facebook les plus colorées de ma mère, y compris plusieurs où elle avait utilisé des jurons et fait des commentaires cruels sur d'autres familles de la congrégation. Le père Martinez était horrifié. Madame Rodriguez coordonne notre collecte de fonds caritatifs pour les enfants, dit-il. Elle a géré de l'argent et interagi avec des familles vulnérables. Si ce que vous me dites est vrai. Tout est vrai, père, et j'ai de la documentation pour tout. Je vous remercie de m'avoir porté cela à mon attention, dit-il solennellement. Je devrais m'en occuper immédiatement. À la fin de ce mois de signalement stratégique, j'avais l'impression d'avoir allumé une mèche sur une très grosse bombe. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre que les explosions commencent. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Les organismes gouvernementaux peuvent agir lentement, mais ils agissent minutieusement. Le premier signe que les choses se passaient est venu 6 semaines après mon premier appel à l'IRS. C'était un mardi matin, et Emma et moi prenions le petit déjeuner avant l'école. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Laura, j'ai besoin de te demander quelque chose, dit-elle, sa voix tendue d'inquiétude. As-tu parlé à qui que ce soit des affaires privées de notre famille ? » Quel genre d'affaires privées, maman ? Demandai-je innocemment. Je ne sais pas, juste des choses privées, des choses financières. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que j'ai reçu un appel très étrange hier de quelqu'un qui prétendait travailler pour l'IRS.
Ils ont dit qu'ils voulaient fixer un rendez-vous pour examiner mes dossiers fiscaux, mais j'ai toujours fait mes impôts correctement. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Ça a l'air étrange, maman. Je suis sûr que ce n'est qu'un audit de routine. Ça arrive parfois. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Je ne sais pas, maman. Peut-être que quelqu'un a signalé une sorte d'anomalie. L'IRS prend l'évasion fiscale très au sérieux. Il y eut une longue pause. Laura, tu ne ferais pas. Je ne ferais pas quoi, maman? Rien. Laisse tomber. Je suis sûr que c'est juste une erreur. Mais je pouvais entendre la peur dans sa voix, et c'était de la musique à mes oreilles. 2 semaines plus tard, un autre appel est arrivé, cette fois de mon père. Laura, j'ai été mis en congé administratif de mon travail, dit-il sans préambule. Il mène une enquête sur l'utilisation abusive présumée de biens de la ville. Ils veulent consulter tous mes dossiers financiers des 5 dernières années. Oh non, papa, c'est terrible, dis-je, sans me sentir terrible du tout. Ils semblent connaître des dates et des lieux précis, comme si quelqu'un leur avait donné des informations détaillées. Eh bien, je suis sûr que si tu n'as rien fait de mal, tu iras bien. Mais j'ai fait quelques petits boulots, Laura. Rien de majeur, juste aider quelques voisins. Je n'ai jamais pensé que c'était grave. Utiliser l'équipement et le temps de la ville pour des emplois privés, ce n'est pas grave, demandai-je. Comment as-tu pu? Je veux dire, ce n'était pas comme ça. C'était juste quelquefois. Papa, tu gères une entreprise parallèle depuis des années, en utilisant les ressources des contribuables. C'est du vol. Je n'ai jamais rien volé. Tu as volé du temps, du matériel et des ressources qui appartiennent à la ville. C'est du vol, papa, et maintenant il y a des conséquences. Il a raccroché au nez. 1 mois plus tard, Jessica m'a passé l'appel le plus satisfaisant de tous. Laura, il se passe quelque chose d'horrible, a-t-elle sangloté au téléphone. La sécurité sociale dit que je leur dois de l'argent. Ils disent que j'ai menti sur mon handicap. As-tu menti sur ton handicap, ai-je demandé. C'est compliqué. J'ai parfois mal au dos. Jessica, tu as posté une vidéo de toi en train de faire du soulevé de terre à 70 kg. Les personnes souffrant de graves blessures au dos ne font pas de soulevé de terre à 70 kg. Comment as-tu eu connaissance de cette vidéo? Elle est sur ton compte Instagram public, avec des photos de toi courant des marathons, faisant du crossfit et jouant au tennis. Tu as fouillé mes réseaux sociaux. Je regardais les publications que tu as rendues publiques. Si tu ne voulais pas que les gens les voient, tu n'aurais pas dû les poster. Mais, Laura, ils veulent 43 000 $ en retour et ils parlent de poursuite pénale. La fraude est une infraction pénale. Jessica, quand tu prends de l'argent sous de faux prétextes, c'est de la fraude. Mais j'avais besoin de cet argent. Shan ne gagne pas assez pour subvenir à nos besoins. Alors tu aurais dû trouver un emploi, au lieu de commettre une fraude. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froide à ce sujet. Nous sommes une famille. Une famille, ai-je dit, en pensant à la joue rouge d'Emma et à ses larmes, ne gifle pas les enfants pour avoir dit la vérité. Maman a juste perdu son sang-froid. Maman a commis une agression, et tu l'as défendue, et maintenant vous subissez toutes les conséquences de vos choix. C'est toi qui as fait ça, a murmuré Jessica. Tu nous as dénoncés. Tu as détruit notre famille. Je n'ai rien détruit, Jessica. Je me suis juste assuré que vos actions aient des conséquences. Tu as détruit cette famille quand tu as choisi de rire pendant que tes enfants maltraitaient les miens. Dès le mercredi, les dominos ont commencé à tomber. Ma mère a reçu une lettre du fisc annonçant un audit complet de ses finances pour les 7 dernières années. Mon père a été suspendu de son emploi municipal en attendant une enquête complète sur les violations de l'éthique. Jeudi, Jessica a reçu la visite d'enquêteurs de la sécurité sociale exigeant le remboursement immédiat des prestations frauduleuses et l'informant d'une enquête pénale. Sa voiture a été saisie le même après-midi. Vendredi, les services de protection de l'enfance se sont présentés au domicile de Jessica pour une inspection surprise et ont trouvé les jumeaux sans surveillance, la maison dans un état déplorable et aucune preuve d'activités éducatives. Ils ont ouvert une enquête officielle et ont exigé des visites supervisées avec un travailleur social. Mais je n'en avais pas encore fini. Samedi matin, j'ai appelé toutes les personnes qui étaient à ce dîner. Un par un, j'ai expliqué exactement quelles conséquences chaque membre de ma famille allait subir et exactement pourquoi tout cela avait commencé.
J'ai dit à chacun d'eux, quand vous êtes restés silencieux et avez regardé ma mère gifler ma fille de 12 ans pour avoir dit une vérité évidente, vous avez tous choisi de protéger des adultes qui se comportaient mal au lieu de protéger un enfant qui était maltraité. Je veux que vous y réfléchissiez pendant que vous regardez leur vie s'écrouler au cours des prochains mois. La plupart d'entre eux ont essayé de revenir en arrière, affirmant qu'ils ne savaient pas quoi faire ou qu'ils ne voulaient pas s'impliquer. Quelques-uns ont même eu l'audace de suggérer que je réagissais de manière excessive. L'oncle Tom a même dit, « Laura, ça va trop loin. » Ce n'était qu'une gifle. Juste une gifle, ai-je répété. Diriez-vous cela si quelqu'un giflait votre fille, ou porteriez-vous plainte pour agression? Il a raccroché au nez. Le dimanche, ma mère m'appelait, en pleurant et en me suppliant d'arrêter. Elle a affirmé qu'elle ne savait pas de quoi je parlais, mais la terreur dans sa voix m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne sais pas ce que tu veux dire, maman, ai-je dit gentiment. Tu as un problème quelconque? Le fisc est en train de m'auditer, Laura. Il pense que je dois des milliers d'impôts en arrière, et ton père risque de perdre son emploi. Ils disent qu'il a volé des biens de la ville. Waouh, ça a l'air grave, ai-je répondu, mais je suis sûr que c'est juste un grand malentendu, n'est-ce pas? Après tout, toi et papa ne feriez jamais rien de malhonnête. Laura, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère à cause de ce qui s'est passé au dîner, mais ça détruit nos vies. Ce qui s'est passé au dîner, ai-je dit, ma voix devenant froide, c'est que tu as giflé ma fille devant 20 personnes pour avoir dit la vérité, et au lieu de t'excuser, tu lui as dit de se taire et de disparaître. Tu te souviens de ce qu'elle t'a dit avant de quitter la pièce? Il y a eu un silence au bout du fil. Elle a dit qu'elle n'oublierait jamais ce moment, maman. Eh bien, moi non plus. Le lundi a apporté d'autres développements amusants. Jessica m'a appelé, en sanglotant hystériquement. Ils veulent que je rembourse 32 000 $, Laura. Et ils parlent de poursuites pénales. Shan parle de me quitter. On risque de m'enlever les garçons. C'est terrible, Jess, ai-je dit, ne me sentant pas terrible du tout. Mais je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles. Maman et toi n'avez-vous pas clairement indiqué qu'Emma et moi ne faisions pas vraiment partie de cette famille? Ce n'est pas. Nous n'avons jamais dit ça. Vous n'avez pas eu besoin de le dire. Vous l'avez montré. Quand Logan et Caleb ont détruit quelque chose qu'Emma avait passé des semaines à faire, vous avez ri. Quand ils l'ont poussé, vous n'avez rien fait. Quand maman l'a giflé, vous avez défendu maman au lieu d'Emma. Les actes sont plus éloquents que les mots, ma sœur. Mais Laura, ça ruine ma vie. Non, Jessica, ce sont tes choix qui ruinent ta vie. La fraude, les mensonges, les fausses demandes d'invalidité, la mauvaise éducation parentale, ce sont tous tes choix. Je me contente de m'assurer qu'il y a des conséquences à ces choix. Tu détruis notre famille. Je ne détruis rien, ai-je dit fermement. Je révèle ce qui était déjà là. Vous avez tous détruit cette famille au moment où vous avez décidé qu'Emma ne valait pas la peine d'être protégée. Mardi, mon père a appelé. Il était suspendu sans salaire et risquait des poursuites pénales pour vol de biens de la ville. Le syndicat refusait de le défendre parce que les preuves étaient accablantes. C'est toi qui as fait ça, a-t-il dit sans préambule. Fais quoi, papa? Tu sais quoi? Tout ça, c'est à cause d'une dispute stupide au dîner. Une dispute stupide? Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Papa, maman a giflé Emma, ta petite fille. Elle a giflé une enfant de 12 ans pour avoir énoncé un fait, et tu l'as défendue. Linda était juste contrariée. Elle ne voulait rien dire de mal. Elle le pensait de tout son cœur, tout comme toi tu le penses quand tu ignores Emma lors des réunions de famille, tout comme toi tu l'as pensé quand tu m'as dit d'arrêter d'être dramatique au lieu de réconforter ta petite fille après qu'elle ait été agressée. Ça va trop loin, Laura. Nous sommes une famille. Non, papa, une famille se protège. Une famille ne reste pas les bras croisés pendant que les enfants sont maltraités. Tu as fait ton choix quant au type de famille que nous sommes. Je me contente de m'assurer qu'il y a des conséquences. À la fin du 4e mois après le début de ma campagne, toute ma famille élargie était dans le chaos. Mes parents risquaient des milliers de dollars d'amende et une peine de prison possible. Jessica était confrontée à des accusations de fraude criminelle et risquait de perdre la garde des jumeaux. Shan l'avait en effet quitté, emportant le peu d'argent qui leur restait. Les membres de la famille qui avaient regardé en silence à ce dîner s'appelaient maintenant les uns les autres, essayant de comprendre si j'étais en quelque sorte responsable des problèmes de tout le monde. Quelques-uns d'entre eux l'ont compris et ont commencé à m'appeler pour me crier dessus.
Le cousin David m'a même accusé de détruire la famille à cause d'une crise de colère d'enfant. Emma n'a pas fait de crise de colère, l'ai-je corrigé. Emma a été agressée par un adulte pour avoir dit la vérité. Les seules personnes qui ont fait des crises de colère étaient les adultes qui n'ont pas pu supporter qu'on leur reproche leur hypocrisie. Mais c'est tellement plus important qu'un seul incident, Laura. Tu ruines des vies pour rien. Je ne ruine rien. Je me contente de m'assurer que les gens assument les conséquences de leur choix. Maman a choisi de frauder le fisc. Papa a choisi de voler la ville. Jessica a choisi de commettre une fraude. Ce ne sont pas mes choix, David, ce sont les leurs. Mais c'est toi qui les as dénoncés. Oui, c'est moi, parce que quelqu'un doit défendre ce qui est juste. Quelqu'un doit protéger les enfants de cette famille puisque, apparemment, aucun d'entre vous ne le fera. 5 mois après le dîner, Emma m'a demandé pourquoi grand-mère et grand-père n'avaient pas appelé pour s'excuser. Certaines personnes ne savent pas comment s'excuser, ma chérie, lui ai-je dit. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent maltraiter les autres et ne jamais subir de conséquences. Ont-ils des ennuis, a-t-elle demandé. Oui, ils en ont. Ils ont fait de mauvais choix, et maintenant ils doivent faire face aux résultats. Emma y a réfléchi pendant 1 minute. Est-ce à cause de ce qui s'est passé à l'anniversaire de grand-père? J'ai regardé ma fille, cette petite personne incroyable qui avait fait preuve de plus de dignité et de grâce dans cette salle à manger que tous les adultes. En partie, ai-je dit honnêtement, mais surtout parce qu'ils font de mauvais choix depuis longtemps, et il était temps que ces choix les rattrapent. Je ne suis pas désolé qu'ils aient des ennuis, a dit Emma doucement. Ils ont été vraiment méchants avec moi. Tu n'as pas à être désolé, ma puce. Ils ont été méchants avec toi, et personne ne t'a défendu sauf toi, et toi, a-t-elle ajouté, en me regardant. Tu m'as défendu aussi. Je te défendrai toujours, Emma, toujours. 8 mois plus tard, les résultats définitifs étaient tombés. Ma mère devait 31 000 $ d'arriérés d'impôts, de pénalités et d'intérêts, avec la possibilité que ce soit plus selon la durée de l'audit. Mon père a été licencié de son emploi après la conclusion de l'enquête et il lui a été interdit de travailler à nouveau pour la ville. Il était également passible d'accusations criminelles de vol qui pourraient entraîner jusqu'à 2 ans de prison. Jessica a dû rembourser les 43 000 $ de prestations d'invalidité frauduleuse plus les pénalités. Elle était également confrontée à des accusations de fraude criminelle et avait perdu la garde des jumeaux, qui étaient maintenant placés en famille d'accueil pendant qu'elle et Shan suivaient des cours parentaux obligatoires et une formation à la gestion de la colère. Les jumeaux, en fait, se comportaient beaucoup mieux lorsqu'ils avaient des règles et des conséquences cohérentes. Leurs parents d'accueil ont signalé qu'avec une structure et une discipline appropriée, Logan et Caleb montraient une amélioration significative. Ma famille élargie était divisée en 2. La moitié d'entre eux me reprochaient de réagir de manière excessive et de détruire la famille. L'autre moitié admettait tranquillement qu'ils avaient toujours été au courant des activités illégales, mais qu'ils avaient choisi de fermer les yeux. L'oncle Tom a même appelé pour s'excuser. J'aurais dû défendre Emma ce soir-là, a-t-il dit. J'ai eu tort de rester silencieux, et j'ai eu tort de te reprocher les conséquences de leurs actes. La tante Carole a envoyé à Emma une belle note manuscrite s'excusant de ne pas l'avoir protégée et louant son courage d'avoir pris sa défense. Mais mes parents et Jessica ne se sont jamais excusés, pas une seule fois. Même lorsque leur vie s'effondrait autour d'eux, ils continuaient de me reprocher leurs problèmes. 2 ans plus tard, Emma et moi allions mieux que jamais. Elle avait terminé sa 7e année avec d'excellentes notes et avait été acceptée dans un programme d'été pour les élèves surdoués. Elle s'épanouissait sans la négativité et les critiques constantes de mes parents. Emma avait également appris à tricoter plusieurs nouveaux motifs et avait fait de belles écharpes pour toutes les personnes qui avaient été gentilles avec elle, son professeur, la mère de sa meilleure amie et même son assistante sociale, qui était devenue une amie de la famille. Je suis fier de toi, tu sais, lui ai-je dit un soir alors qu'elle travaillait sur un motif de torsade complexe. Pour mon tricot, a-t-elle demandé, levant les yeux de ses aiguilles. Pour tout. Pour t'être défendue ce soir-là, pour avoir géré tout ça avec autant de grâce, pour avoir été plus courageuse que tous les adultes dans cette pièce. Emma a souri. J'ai appris des meilleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as défendu même si cela signifiait perdre toute notre famille. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Je l'ai serrée fort dans mes bras, en pensant à quel point elle avait tort. Nous n'avions pas perdu notre famille. Nous avions simplement découvert que certaines personnes que nous pensions être de la famille ne l'étaient pas vraiment, et ce faisant, nous avions découvert à quel point nous étions fortes ensemble. 1 an après cela,
j'ai reçu un appel de Jessica. Elle avait terminé ses cours parentaux et son programme de gestion de la colère et avait retrouvé la garde des jumeaux. Elle occupait 2 emplois à temps partiel pour rembourser l'argent qu'elle devait et voyait un thérapeute régulièrement. J'ai appelé pour m'excuser, a-t-elle dit, sa voix tremblante, auprès de toi et d'Emma. Ce qui s'est passé ce soir-là était mal. Ce que maman a fait était mal, et ma réaction était mauvaise. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, ne sachant pas comment répondre. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, a continué Jessica, et je sais que tu ne veux probablement plus de nous dans ta vie, mais j'avais besoin que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je suis désolé que ça ait pris autant de temps pour que je voie clairement. Comment vont les garçons, ai-je demandé. Mieux, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la surprise dans sa voix, tellement mieux. Il s'avère qu'ils avaient besoin de structure et de conséquences, pas d'excuses sans fin. Ils réussissent tous les 2 bien à l'école maintenant, et ils ont appris à gérer leur colère. Ils demandent même parfois des nouvelles d'Emma. Qu'est-ce que tu leur dis? La vérité, que nous l'avons blessée profondément et que nous essayons de devenir le genre de personne qui mérite le pardon. Et maman et papa? Jessica a hésité. Ils ont du mal. Papa a perdu la maison parce qu'il ne pouvait pas payer les amendes et les frais juridiques. Ils vivent maintenant dans un petit appartement. La santé de maman n'est pas bonne. Le stress a été dur pour elle, mais ils te reprochent toujours tout. Ils ne voient pas que leurs actes ont eu des conséquences. Penses-tu qu'ils le verront un jour? Je ne sais pas. Je l'espère, pour leur bien. Mais je ne les attends plus. Je me concentre sur le fait d'être meilleur pour mes garçons. Après avoir raccroché, Emma m'a demandé qui avait appelé. Ta tante Jessica, ai-je dit. Elle s'est excusée auprès de nous 2. Emma y a réfléchi. Penses-tu qu'elle le pense vraiment? Je pense qu'elle essaie de le penser. Parfois, c'est le mieux que les gens puissent faire. Vas-tu lui pardonner? J'y ai réfléchi attentivement. Le pardon n'est pas quelque chose que tu fais d'un seul coup, lui ai-je dit. C'est quelque chose que tu choisis de travailler jour après jour. Elle essaie de devenir quelqu'un qui mérite d'être pardonné. Nous verrons si elle réussit. Emma a hoché la tête pensivement et est retournée à son tricot, une belle écharpe bleue qu'elle fabriquait pour sa nouvelle amie à l'école. Alors que je la regardais travailler, je pensais à cette nuit d'il y a 3 ans où elle s'était levée dans cette salle à manger et avait dit « Je n'oublierai jamais ce moment ». Elle avait raison, bien sûr. Aucun de nous n'avait oublié, mais alors que ce moment avait détruit la vie de mes parents, il avait finalement renforcé la nôtre. Emma avait appris qu'elle valait la peine d'être défendue. J'avais appris que parfois, protéger les personnes que l'on aime signifie accepter que certaines relations ne peuvent pas être sauvées, et j'espère qu'au moins certains membres de ma famille avaient appris que les actes ont des conséquences même lorsque ces actes sont dirigés vers des enfants qui semblent impuissants à se défendre. Parfois, la leçon la plus importante que l'on puisse enseigner à quelqu'un est qu'il y a toujours des conséquences à la cruauté, même lorsque ces conséquences mettent du temps à arriver. Mes parents pensaient qu'ils pouvaient humilier et maltraiter Emma sans aucune répercussion parce qu'elle n'était qu'une enfant et que je n'étais que leur fille décevante. Ils avaient tort. Emma a 15 ans maintenant, confiante et forte et n'a pas peur de s'exprimer quand quelque chose ne va pas. Elle fait du bénévolat en tant que mentor pour les jeunes enfants et a créé un cercle de tricot à l'école où elle enseigne à d'autres élèves l'artisanat qui lui a autrefois causé tant de douleur. Les gens me demandent parfois si je regrette ce que j'ai fait à ma famille. La réponse est simple, je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que mes parents et ma sœur aient fait des choix qui ont blessé un enfant innocent. Je regrette qu'il n'ait pas pu se résoudre à s'excuser ou à changer. Mais je ne regrette pas d'avoir protégé ma fille. Je ne regrette pas de lui avoir montré que quelqu'un la défendra toujours, quel qu'en soit le prix, et je ne regrette pas de lui avoir appris que les actes ont des conséquences, même pour les adultes qui pensent être intouchables. L'écharpe d'Emma a finalement été réparée, d'ailleurs. Nous l'avons lavée soigneusement, avons réparé les mailles tirées, et elle s'est avérée magnifique. Elle la garde maintenant dans sa boîte à souvenirs, avec des photos de cette nuit-là et des lettres des personnes qui nous ont soutenus par la suite. Elle me rappelle, m'a-t-elle dit une fois, que les choses brisées peuvent être réparées, mais seulement si quelqu'un se soucie suffisamment pour faire le travail. Ma famille ne valait pas la peine d'être réparée, mais Emma et moi, nous étions déjà entières. Nous devions juste apprendre à quel point nous étions fortes lorsque nous étions ensemble, et c'est une leçon qui vaut n'importe quel prix.